Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois un habitué des ondes et des écrans que vous connaissez sans doute si je vous dis nulle part ailleurs, Dardar, Social Club, et bien sûr, ce soir où, jamais vous l'avez reconnu, Frédéric Tadei, notre invité. Bonjour Frédéric Tadei. Bonjour. J'allais dire cher confrère, mais pas vraiment, puisque vous n'avez pas la carte de presse. Ah non, jamais. Toujours pas? Non, je ne veux pas de carte de quoi que ce soit. Vous n'êtes pas encarté? Non, pour moi, les seules cartes qui comptent, c'est les cartes géographiques. Ah, oui. Intéressant, on en parlait justement, oui, juste avant l'émission, avec ce petit globe terrestre. Il me fascine, moi. Qu'est-ce qui vous fascine, le globe? Le globe. Remarquez, le sablier, c'est pas mal aussi. C'est un peu l'histoire et la géographie, vous voyez. Et c'est Laisse passer le temps. C'est mes mystiques à moi, l'histoire et la géographie. Ça tombe bien, on va en parler ici. Si vous voulez. On va peut-être commencer par le temps d'ailleurs, puisque c'est dans la chronologie de cette émission et dans votre chronologie actuelle, on va parler des âges. Oui. Des âges, et dans cette collection Birthday Books en bon français, une collection chez Grasset, qui vient de paraître, 15 livres de 15 à 50 ans. Si vous faites le compte n'y est pas, il manque des âges. Oui, ils vont sortir. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Alors justement, pourquoi pas ces âges-là? On va peut-être en parler. Donc une collection, comme son nom l'indique, qui imprime les anniversaires à offrir. C'est une bonne idée de cadeau pour tel ou tel anniversaire. Alors je donne le pitch, c'est tout ce que les gens célèbres ont fait ou pas à toutes les époques, dans tous les domaines de votre âge. Donc c'est effectivement, ça raconte un petit peu suivant les âges. Alors par exemple, là, nous avons 27 et 37 ans. Par exemple, on apprend qu'à 27 ans, Yuri Gagarin vole dans l'espace, par exemple. On apprend aussi que Roberto Saviano est condamné à mort par la mafia. On apprend encore qu'Alain Ducasse, à l'âge de 27 ans, est le seul survivant d'un crash d'avion. Ouais. Ça, c'est parmi les exemples. Mais vous en avez peut-être d'autres. Sur 37, d'ailleurs, il y en a pas mal aussi. Dans 37, c'est un âge. Mais tous les âges sont passionnants. La mort d'Arthur Rimbaud, à 37 ans. Et tous les âges sont passionnants. Et en fait, l'idée de ces livres m'est venue en m'apercevant que la segmentation par âge n'existe pas. On n'arrête pas de nous dire, en telle année, un tel a fait ça. Mais on ne nous dit jamais à quel âge. Or, il me semble que l'âge est quelque chose qu'on n'a pas fini d'explorer. Et ça, c'est un début. J'espère que je suis en train de lancer une vogue pour les études de l'âge. L'âge, c'est ce que je dis dans la préface, c'est un quartier de la vie qu'on habite tous ensemble, Exactement. Même si ce n'est pas au même moment. Je crois à une fraternité sidérale entre tous les gens qui ont 27 ans. Et vous et moi, on n'a pas eu 27 ans au même moment, mais quelque part, on a quelque chose en commun à travers ces 27 ans. Et c'est ce que racontent ces livres. En fait, c'est des catalogues d'expériences vécues. Vous savez que plus personne ne pourra vous dire que ce n'est pas de votre âge. Alors là, c'est 27 ans, 37 ans. Parfois, on vous dit encore... C'est plus de votre âge. C'est vrai que c'est très joliment dit. Vous l'avez dit, l'âge est un quartier de la vie. C'est vraiment très joli, qu'on habite tous, mais pas au même moment. Voilà. Et oui, on vous dit c'est pas de ton âge, c'est pas de votre âge, c'est plus de votre âge, etc., etc. Ben si, quand vous voyez ça, quand vous lisez les birthday books, vous apercevez que c'est tout le temps de votre âge. Et que chaque âge, en fait, crée des opportunités et qu'on saisit ou pas. On peut réussir ce qu'on a entrepris ou pas. On peut s'en remettre ou pas, etc., etc., etc. C'est le cas des 27 ans. Il y a le groupe des 27. Il y a le club des 27. Le club des 27. Alors oui, parce qu'il y a des morts dramatique. Aussi. Il y a des morts aussi à 27 ans. Et à 27 ans, c'est vrai qu'il y a une ribambelle de musiciens qui meurent les uns après les autres. Et c'est très tardivement qu'on va appeler ça le club des 27. Parce que du temps où le bluesman Robert Johnson ou Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones meurent à 27 ans, on ne fait pas le lien. On finira par faire le lien au moment où ils seront rejoints par le chanteur de Nirvana. De Nirvana, exactement. Kurt Cobain et bien sûr Amy Winehouse. Voilà. Et là, on se dit, alors là, oui, il y a quelque chose. Mais il y a aussi de 27. des très grands peintres qui sont morts à 27 ans. Masaccio, que j'adore, par exemple. Et puis, il y en a plein d'autres. Et oui, il y a les morts, et puis il y a les vivants. Et il y a les vivants, bien sûr, surtout. Mais c'est... C'est vous qui avez proposé ça à Grasset ? Ah oui, c'est une histoire, c'est une idée qui a germé dans mon esprit à un moment. J'ai commencé à travailler dessus pour voir ce que ça donnait. Je me suis aperçu que j'étais très surpris
surpris de découvrir quel âge ont les gens quand ils font les choses. Lee Harvey Oswald, on sait tous qu'en 1963, après avoir assassiné Kennedy, quoique certains disent que ce n'était pas lui, mais enfin bon, puis avoir été tué par Jack Ruby, on sait tous la date, 11 novembre 63, on sait tout ça. On ne sait pas quel âge il a. Ben, il a 24 ans. Il a 24 ans. 24 ans, c'est très jeune. Gavrilo Princip, qui assassine l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914, on le connaît tous, mais on ne sait pas qu'il a 19 ans. 19 ans, ouais. C'est un garçon de 19 ans qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Vous voyez, etc., etc. Et c'est aussi, vous avez, c'est fascinant de voir, par exemple, que tout le monde connaît le bain turc, très beau tableau d'Ingres, extrêmement érotique. Célèbre aussi pour ça, c'est un homme de 79 ans qui a peint ça. Ah, ça, vous n'y êtes pas encore. C'est pas encore sorti. Là, il n'y sera pas. Je pense que j'arriverai pas. Il n'y a pas assez de documentation. Parce que là, on a de 15 à 50 et ça va se prolonger jusqu'à quel âge ? Je pense que ça peut. Non, là, ça va être 15 à 50 pour les 15 premiers, mais ils sont près de 15 à 54. Mais on peut aller jusqu'à 60 et même au-delà. Même au-delà. Mais 79 ans, c'est plus difficile à remplir. Peut-être qu'on fera, si vraiment il y a une grosse demande, on fera peut-être un livre avec toute la décennie des 70. Mais... Alors, comment est-ce que vous avez procédé, justement ? Parce que c'est vrai qu'on apprend un tas de choses. Mais déjà, je crois que cette collection n'aurait jamais pu voir le jour avant Internet. Parce qu'Internet vous permet d'avoir accès à une documentation considérable, et bien entendu, à toutes les bibliothèques, à tout. Donc, vous pouvez vérifier. Parce que le problème, c'est comme la segmentation par âge n'existe pas, vous partez de rien. Justement. Si vous tapez 25 ans sur Internet, vous n'aurez rien. Vous voyez, si vous tapez 1961, vous aurez plein de choses, mais 25 ans, vous n'avez rien. Et donc, il faut partir de ça. Vous partez de la vie de tous les gens qui vous intéressent. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Et puis, vous l'explorez année par année, Oui, en calculant bien, en fonction de sa vraie date d'anniversaire, et pas simplement en faisant une petite soustraction, l'année où c'est arrivé, moins la date de naissance. Vous voyez, il faut vraiment regarder très précisément. Et là, vous avez beaucoup de surprises. Voilà, vous vous apercevez. Mais vous avez des surprises à la fois parce que il y a, comme je vous le disais, une sorte de fraternité entre les gens qui ont le même âge et que vous apercevez parfois qu'ils font la même chose. Et par exemple, c'est très étonnant. Tout le monde connaît la naissance de Vénus, le fameux tableau de Botticelli, mais il y a un autre tableau, la naissance de Vénus, de Cabanel, célèbre peintre pompier. Et bien, ils ont peint ce tableau au même âge, à 39 ans. Personne ne le sait, parce que personne n'a jamais calculé leur âge. Donc, au musée, on aurait tendance à mettre ces deux tableaux vis-à-vis, parce qu'on se dirait, tiens, regardez, c'est intéressant, ils n'ont pas la même chose. Oui, mais ils n'ont pas au même âge. Moi, si demain, si je devenais commissaire d'exposition, si on me donnait un musée, je classerais les salles par âge. Et on s'apercevrait qu'à tel âge, je ne sais pas, à 26 ans, voilà les tableaux. Et je vous garantis que si vous avez 26 ans et que vous regardez tous les tableaux qui ont été peints à 26 ans ou à 27 ans, parce qu'on a 27 ans à côté, ça vous fait très drôle parce qu'ils vous parlent très directement. C'est aussi, à mon avis, il y a des guides culturels. C'est-à-dire que si vous avez 27 ans, vous pouvez lire tous les romans qui ont été écrits à votre âge. Vous pouvez écouter les musiques qui ont été composées à votre âge, chanter à votre âge, les films qui ont été faits par des gens de votre âge et les tableaux ou les sculptures qui ont été réalisées par des gens de votre âge. Et je suis sûr, alors moi je n'ai pas eu la chance de le vivre, parce que je les ai lus avant, et avant de faire les livres, mais croyez-moi, je suis sûr qu'il se passe un truc. Ouais. Comment, alors vous disiez justement, j'ai choisi les personnages qui me plaisaient. Oh, pas seulement, après, ça c'est le tout début. Mais justement, après, au tout début, vous avez lesquels vous ont inspiré en Je me souviens que j'ai commencé par, je crois, Napoléon, Brigitte Bardot, Hitchcock, Charlie Chaplin. Sur quel âge phare ? Et juste pour voir si ça donnait quelque chose d'intéressant. Voilà. Et si on était surpris. Et j'ai été surpris, et donc c'était intéressant. Et ensuite j'ai continué. Et puis après, ça devient un vrai travail, au sens où c'est certain que les gens qui ont 15 ans, par exemple, ils ont des vedettes qui sont les leurs. Et vous avez intérêt à savoir lesquels c'est, même si vous ne les connaissez pas. Et donc, il faut qu'ils les retrouvent dans le livre des 15 ans. Vous ne pouvez pas leur asséner les vedettes, uniquement les vedettes de leurs grands-parents. Vous voyez, il faut qu'il y ait les leurs. Donc, ça demande un vrai travail aussi, de savoir lesquels. Alors, 15 ans, qu'est-ce qu'on trouve ? Et non, mais j'ai été surpris aussi. Et puis vous apercevez aussi que
les références d'âge, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes. Il n'arrive pas la même chose aux gens de 15 ans à la Renaissance qu'aux gens de 15 ans aujourd'hui. Et ça aussi, c'est très intéressant. Pour les gens de 15 ans aujourd'hui, de voir ce que faisaient leurs ancêtres au même âge. Qui étaient déjà souvent émancipés. Ils allaient moins à l'école, mais parfois ils étaient déjà plus dans la... Oui, mais parfois ils montaient sur le trône. Dans la vie d'adulte. Comment ? Parfois ils montaient sur le trône. Eh oui. Eh oui. Eh oui. C'est autre chose. Vous apercevez aussi que beaucoup de femmes ont gouverné la France. Quelque chose qu'on ignore, parce qu'on nous fait croire qu'à part Édith Cresson et Élisabeth Borne, aucune femme n'a gouverné la France. Je peux vous dire qu'il y a des tas de femmes qui ont gouverné la France et qui ont vraiment gouverné la France. Il n'y avait personne au-dessus d'elles. Et elles l'ont fait pendant beaucoup plus longtemps et souvent beaucoup plus jeunes. Anne de Beaujeu, par exemple, gouverne la France à 22 ans. 22 ans. Voilà, c'est la fille de Louis XI. Et son petit frère, qui va régner, est trop jeune. Et pendant 8 ans, elle gouverne la France. Et elle invente le pouvoir au féminin entre 22 et 30 ans. Et voilà, on devrait apprendre ça aux jeunes filles aujourd'hui, qui croient qu'on a toujours vécu sous un patriarcat, ce qui n'est pas faux sous certains angles, mais pas comme elles le croient. À offrir aux jeunes filles d'aujourd'hui, suivant leur âge. Alors, c'est vrai qu'il y a des trous dans la chronologie. On parle de 15 livres. Pourquoi est-ce qu'il y en a certains J'ai pris les livres. D'abord, j'ai commencé par les 15 à 20 ans parce que c'est l'âge où on fête le plus son anniversaire. Et que c'est avant tout un cadeau d'anniversaire. Moi, je pense que c'est tellement bien qu'on va se l'acheter pour soi-même. On n'attendra pas qu'on vous l'offre. Mais bon, ça, je rêve peut-être. Ça veut dire que tous les ans, on peut en acheter un. Parce que tous les ans, on passe à... C'est lucratif, c'est un bon filon. Oui, enfin, c'est surtout très amusant. Moi, je rêve d'avoir les premiers échos des premiers lecteurs, ceux qui vont l'avoir et s'ils peuvent me dire s'ils trouvent ça bien ou pas, je serais content. Enfin bon, de 15 à 20 ans. Ouais. Ensuite, j'ai 25 ans toutes les années, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Et puis 33 ans, parce que c'est l'âge du Christ, et que je voulais écrire à 33 ans, Jésus-Christ est crucifié et il ressuscite 3 jours plus tard. Vous l'avez écrit. Je l'ai écrit. Et puis ensuite, vous avez 37 ans. Je ne sais plus pourquoi 37 ans. Pourquoi 37 ans est arrivé. Et voilà. 37 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ? On apprend un tas de choses. Ouais. Jack Nicholson apprend à ce moment-là que sa sœur est en fait sa mère. Ouais. Vous vous rendez compte ce que c'est ? Ah oui, non, c'est incroyable. Je l'ai appris grâce à vous. À 37 ans, vous découvrez que votre sœur, vous croyez que c'était votre sœur, c'était votre mère. Et que donc votre mère, en fait, était votre grand-mère. Et malheureusement pour lui, au moment où il l'apprend, c'est un journaliste qui fait... C'est une très grande star à ce moment-là, déjà, Nicholson. Et un journaliste a fait l'enquête. Et il apprend ça, il s'aperçoit que c'est vrai. Mais il ne peut plus interroger ni l'une ni l'autre parce qu'elles sont mortes. Et ça restera, voilà. Et il ne saura jamais qui est son père, mais il ne le savait pas avant, il ne le saura pas plus là. Et voilà. Mais je me suis dit, c'est un choc. Voilà, c'est un choc, c'est des moments. Et c'est aussi ça où ce livre est. Enfin, ces livres sont pour moi des allégories, parce que je traite de gens connus de tous les temps, à la fois Jack Nicholson, Jules César, Madonna. Martin Luther, excommunié par le pape aussi à 37 ans. À 37 ans, oui. C'est l'acte de naissance officielle du protestantisme, il a 37 ans. Mais tout ça, ce sont des allégories. Quel que soit votre métier, votre destin aujourd'hui, vous allez vous reconnaître. Alors, soit en Jack Nicholson, soit en Martin Luther, parce qu'à un moment, vous allez vous révolter contre une institution et en payer le prix, et aussi avoir créer la sensation de créer quelque chose de totalement inédit, etc., etc. Voilà, c'est pas seulement des anecdotes historiques, c'est aussi un moyen de se reconnaître, un peu comme dans les saints du Moyen-Âge. Vous voyez, pourquoi on aimait les saints au Moyen-Âge ? Parce que c'était les stars de l'époque. On se reconnaissait en elles. Absolument. Est-ce que vous avez une affection particulière pour une année ? Non. Non, je trouve ce que je vous disais, tous les âges. Les années rondes. Tous les âges. Non. Tous les âges sont passionnants. Tous les âges, et on est toujours à la croisée des chemins. C'est ça qui est intéressant. C'est de se dire que rien n'est jamais joué. Vous avez des gens qui, tout à coup, se découvrent, ou se réalisent, plus exactement, à 40 ans. Paul Gauguin se met à peindre comme Paul Gauguin à 40 ans. Avant, c'est un petit peintre impressionniste sans grand intérêt. Enfin, d'abord, avant, c'est un trader à la bourse. C'est un golden boy, on dirait aujourd'hui, un type qui gagne beaucoup d'argent.
qui en dépense énormément, et puis qui fait de la peinture en amateur. Et puis finalement, il y a le crash de l'Union Générale, il n'a plus de boulot, il dit bon, je vais réussir dans la peinture. Et malheureusement, il ne réussira pas. Mais d'abord, il va trouver son style à 40 ans. Louis de Funès. C'est ce que j'allais dire, Louis de Funès, tout le monde le sait. C'est 50 ans. C'est 50 ans exactement 50 ans, en 4 mois, il fait 3 films qui vont le propulser en tête du box-office. Alors qu'il était pianiste de jazz. Non, alors là, il n'était plus depuis un moment, mais il jouait dans des petites séries Z que tout le monde a oubliées. Et là, tout à coup, en 4 mois, il fait le Gendarme de Saint-Tropez, Fin de Thomas et le Cornio. Il explose. Oui, c'est incroyable. Peut-être une affection pour l'âge 38 ans 38 ans, il n'est pas Personnellement encore... Non. Il n'est pas sorti encore Non, il n'est pas sorti encore, mais je n'ai pas 38 ans, vous savez, j'ai plus. Ah 38 ans, parce que c'est l'âge auquel vous avez eu votre fils. Ah oui, c'est vrai, 38 ans, pour ce sens. Ah oui, vous avez raison. 38 ans, c'est vrai, je ne l'ai pas mis, parce que je me suis mis dans un certain nombre, mais parce que je trouvais ça amusant, mais je n'ai pas mis ça, je n'ai pas mis la vie intime. Mais c'est vrai que... mais à la limite, ce serait plus 24 ans, parce qu'il se trouve qu'il a 24 ans aujourd'hui. Et donc, comme ça vous permet de calculer combien j'ai. Et il n'y est pas, le 24 ans, il sera dans la prochaine série. Ça donc, pour l'instant, il est le 25. Il s'entraîne pour la prochaine année. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. C'est la partie où je m'éclipse et je vous propose, pas 4 nombres, mais 4 mots. À tout de suite, Frédéric Taddeï. Frédéric Taddeï, est-ce que vous êtes bien par rapport à tout à l'heure? Vous êtes en avant. Oui, vous voulez que je me remette comme avant? Ah non, vous vous mettez comme vous voulez. Bon. Et vous êtes détendu? Ah oui, tout à fait. Je suis toujours détendu. Alors ça tombe bien, parce que regardez le premier mot que je vous propose. Vous allez être surpris ou pas. C'est le mot oisiveté. Je connais très bien. C'est un mot qui m'est très familier. J'appelais ça plutôt du dilettantisme, mais c'est vrai que pendant 10 ans, je n'ai rien fait. Je suis resté oisif. À l'âge où les autres font des études ou commencent à travailler, moi je ne faisais rien. Et ça ne m'a pas empêché de lire beaucoup de livres, de m'intéresser à beaucoup de choses et au fond de faire mes études à moi. Mais certains... alors je me souviens que le père d'un de mes amis m'avait surnommé Dandy Laitante. J'aimais bien, mais d'autres devaient dire dans mon dos que j'étais un sale oisif. J'en foutre. Racontez-nous un peu, parce que c'est quand même original. Votre père est d'origine italienne, votre mère est lorraine d'origine. Ouais. Et vous avez votre bac. Oui. Et effectivement, ce que vous dites, ensuite 10 ans de vacances. De dilettantisme avec différentes premières années de fac démarrées. Ouais. En droit, en histoire, en sémiologie même, je crois. Oui, donc je les ai toutes faites. On avait le droit de faire que 3 premières années de fac, j'ai réussi à en faire 6. Mais en fait, je ne les faisais pas, je m'inscrivais et puis je ne passais pas d'examen. Je n'ai jamais passé un examen à la fac. Et donc je n'avais pas l'intention de faire des études. C'était purement protocolaire, ou du moins pour avoir la sécurité sociale, si vous voulez. Et puis à 25 ans, j'ai plus la sécurité sociale d'ailleurs. Et voilà, je ne l'ai retrouvé qu'à 29 ans, 30 ans, quand j'ai commencé à travailler. Vraiment. Mais qu'est-ce que vous cherchiez dans ces déambulations universitaires? Je cherchais au fond à ne pas pouvoir reculer. J'avais décidé que j'aurais une vie particulière. Au début, je pensais que je serais un grand écrivain. Et puis après, je me suis rendu compte qu'à 25 ans, je savais que je ne serais pas un grand écrivain. Donc j'ai renoncé à la littérature. Parce que bon, tout le monde peut écrire un livre, mais tout le monde peut être artiste. Mais l'important, c'est d'être un grand artiste. Et donc, sachant que je ne serais pas un grand écrivain, j'ai renoncé. Mais au fond, je ne pouvais plus reculer, si vous voulez. Comme je n'avais pas de diplôme, que je n'avais aucune expérience professionnelle, je ne pouvais pas tout à coup bifurquer vers un métier normal. Vous voyez, j'étais obligé de continuer. Et au fond, j'ai continué jusqu'à ce qu'à 29 ans, je crée mon propre journal.
et que je distribue très bien dans la presse pour qu'ensuite on m'appelle et on me propose du travail. Ce qui s'est produit en fait après ma carrière, si on peut dire, ça a été 8 ou 9 coups de fil qu'on m'a passés. Moi, à chaque fois que je téléphonais, il ne se passait rien. C'est quand il fallait que j'attende que les autres m'appellent. Et ensuite, ça a été Actuel, notamment. Donc Actuel, le magazine très branché de l'époque. Ensuite, je suis descendu à Radio Nova parce que c'était l'étage en dessous. Et puis là, j'ai reçu un coup de téléphone de Canal+. J'ai commencé la télé. Et puis voilà, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone pour faire Paris Dernière, sur Paris Première. Et puis un coup de téléphone d'Europe 1 pour venir sur Europe, un coup de téléphone pour faire Dardar, un autre pour faire Ce soir ou jamais, etc., jusqu'à aujourd'hui. Le seul coup de téléphone que j'ai passé, c'est pour les Birthday Books, en fait. Mais il a fallu que j'en passe plusieurs. Sinon, on vous a toujours appelé. Ouais. Comment vous interprétez ça ? De la chance, il y a beaucoup de chance. Destin, Moi, je crois beaucoup à la chance, enfin à la mienne en tout cas, parce que ça aurait pu très mal tourner, toute cette histoire. Mes copains commençaient à se demander, quand j'avais 27-28 ans, s'ils n'allaient pas être obligés de me payer des cigarettes jusqu'à la fin de ma vie, si vous voulez. Et donc, j'ai eu de la chance. Et puis aussi, le fait qu'à un moment, vous incarnez quelque chose de singulier. Je pense qu'à la télévision m'a tout de suite beaucoup intéressé, mais il y a un grand conformisme qui règne à la télévision. Et moi, j'ai joué plutôt l'anticonformisme. Et finalement, ça m'a permis d'être identifié assez vite. Et vous intéressez les gens et ils ne se trompent pas sur vous. Ils ne vous appellent pas si c'est pour faire autre chose que ce que vous savez et ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, donc tous les gens qui m'ont appelé à un moment ou à un autre pour me confier une émission, l'ont fait à bon escient. Ce dilettantisme est devenu votre marque de fabrique. Oui, puis d'une certaine façon. Une certaine façon. Une singularité, je pense. Une singularité. Une singularité qui peut-être s'appeler liberté. Voici mon deuxième mot, liberté. Oui, la liberté, c'est très. La liberté des uns. Et pas forcément la liberté des autres. C'est très particulier, ce rapport à la liberté. On veut tous être libres, on ne s'en donne pas forcément les moyens. Mais c'est sûr que c'est tout un rapport aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de l'entreprise aussi. Moi, j'ai du mal, par exemple, à avoir un patron. Mon patron, si tant est que j'en ai un, c'est quelqu'un que je respecte, avec qui je discute, mais je n'ai pas l'impression qu'il peut m'imposer des choses. Et d'ailleurs, ceux qui m'appellent, c'est jamais avec la volonté de m'imposer quoi que ce soit. Donc là, oui, il y a certainement une idée de liberté, mais électron libre. Oui, d'une certaine manière. Mais je pense aussi qu'on peut me faire confiance. C'est pas pour faire n'importe quoi. Vous voyez, je respecte la loi. On n'a pas de procès avec moi. Vous voyez, enfin, si ça m'est arrivé, il y a très très longtemps. Mais c'était tout petit. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème avec la justice. J'ai pas de problème. Voilà, j'ai une déontologie assez claire. Et je la respecte toujours. Donc, à partir du moment où on l'admet, il n'y a jamais de problème. J'ai jamais eu de problème, en fait, avec les chaînes avec lesquelles j'ai travaillé. Liberté, on pense aussi à la liberté de la presse, liberté de penser, liberté de tout dire ou pas. Il y a des lois en France sur ce sujet. On peut en discuter. Je m'y suis toujours tenu. Voilà. Et c'est vrai que la liberté d'expression en France est assez réduite, on ne va pas se mentir, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire. Mais bon, on y est habitué, c'est pour les Américains, pour les Anglo-Saxons, mais surtout pour les Américains, c'est assez choquant. Mais nous, au fond, philosophiquement, on a résolu le problème de cette manière-là. Voilà. Et ça ne me paraît pas un si grand sacrifice que ça. Maintenant, tous les abus sont pénibles. Et parfois, il y a des abus. C'est-à-dire Quand
On le voit bien quand on voudrait empêcher les gens quand on voudrait leur imposer une vision du monde, quand on voudrait leur interdire certaines paroles, sous prétexte qu'elles peuvent être blessantes. C'est des choses très particulières qui ont beaucoup de mal, qui posent beaucoup de difficultés aux Français. C'est bizarre, hein, puisque les anglo-saxons, qui par ailleurs, eux, sacralisent la liberté d'expression, s'accommodent beaucoup plus facilement d'un certain nombre d'impératifs liés aux minorités, par exemple, à la diversité. Et les Français ont beaucoup plus de mal. Et ça leur paraît tout à coup assez vain. Tout à coup, on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rire de tout, etc., etc. Et ça, c'est des vrais problèmes d'aujourd'hui, qui sont intéressants d'ailleurs, qui se posent plus aux gens de ma génération, par exemple, parce qu'on a vécu différemment, naguère encore, qu'à la génération de mon fils, pour qui ça paraît assez normal. Cette liberté, vous en jouez quand même beaucoup, vous en avez beaucoup joué dans votre façon d'exercer votre métier, dans vos émissions, la liberté de vos choix éditoriaux, du débat, des personnalités que vous avez invitées jusqu'à créer parfois la controverse. Vous êtes libre. Oui, bien sûr. Plus libre que beaucoup d'autres en France ? Non, je crois que tout le monde est libre si tant est qu'il a envie de l'être. Chez moi, ça fait presque partie de ma carte de visite. Donc, quand on m'appelle pour me proposer quelque chose, on sait que ce sera comme ça. Mais je pense que la plupart des gens sont libres, mais ils ne veulent pas trop... vous savez, la Boétie a écrit de la servitude volontaire. Et c'est vrai que c'est un trait commun à la plupart d'entre nous, et à moi aussi d'ailleurs, dans d'autres domaines. Il avait 18 ans d'ailleurs, la Boétie, quand il a écrit ça, vous vous rendez compte ? 18 ans. À retrouver dans votre livre. 18 ans. Donc plutôt libertaire ou libre ? Les deux. Je suis à la fois tout et rien, moi, vous savez. J'ai beaucoup de mal à me définir. J'ai essayé de me débarrasser de toutes mes opinions, tous mes préjugés. C'est pas facile. Il y a une grande envie de jouir du présent, de tout ce qu'offre la vie comme possibilité. Si je devais avoir une devise, c'est la vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur. Et donc, c'est plus ça qui m'intéresse en fait. Alors on peut appeler ça la transcendance, on peut appeler ça tout ce que vous voulez, mais pas tellement les opinions. Les opinions, je m'en fous. Les opinions qui façonnent la presse française Entre versus la presse anglo-saxonne dont vous parliez, qui s'intéresse aux faits. C'est intéressant ce que vous dites sur la vie qui ne vous fait pas peur. Vous n'avez pas peur de la vie, dans la vie ? Mais j'ai peur de... Enfin, j'ai peur... J'ai peur si je suis sur une montagne et qu'il y a une tempête. Vous voyez, là j'ai peur comme tout le monde. J'ai peur dans des situations de peur physique comme tout le monde. Mais j'ai pas peur intellectuellement. Non, j'ai pas peur de la fin du monde. J'ai pas peur de tout ça. J'ai pas peur du Covid. J'ai pas peur de la guerre. J'ai pas peur de tout ça. Vous voyez. Mais j'en fais pas une prophétie non plus. Hein. C'est entre moi et moi, tout simplement. Et vous aimez le risque, d'une certaine façon ? Oui, mais pas au point d'aller me jeter dans le vide avec un élastique. Quoique avec un élastique, il n'y a pas de risque. Mais c'est pas le risque physique qui m'intéresse. J'aime bien l'audace intellectuelle. Oui, j'aime bien les explorateurs, mais ceux qui découvrent des mondes ou qui s'enfoncent dans la jungle, ou ceux qui s'enfoncent philosophiquement dans des univers encore peu explorés. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup.
Comme quand vous avez exploré la chaîne RT. Oui, par Russia exemple. Today. Voilà. Enfin, j'avais plus l'impression de coloniser un pays étranger, si vous voulez. Et, puisque RT, c'était la chaîne extérieure russe. Et j'ai fait une émission là-bas que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, Interdit d'interdire. Vous voyez, Interdit d'interdire, que j'ai fait pendant 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Et puis j'ai démissionné juste avant la guerre en Ukraine parce que j'étais sûr que Vladimir Poutine allait envahir l'Ukraine. Et à partir du moment où Poutine envahissait l'Ukraine, forcément la France se retrouvait dans l'autre camp et il n'était plus possible pour moi de continuer à faire cette émission sur une chaîne russe. Mais j'ai gardé d'excellents souvenirs de cette aventure. Mais bon, c'était qu'il n'y avait que des Français, hein, à part la présidente de la chaîne, Ksenia Fedorova, les autres étaient Français. Donc j'avais plus l'impression de coloniser oui, voilà, un univers étranger au départ, d'être sur une espèce de comptoir, vous voyez, comme dans une concession. En tout cas, vous avez osé. Ah oui, je suis très transgressif, voilà. Si c'est ça que vous voulez dire. Transgressif. Oui. Je suis transgressif. Dès l'instant où ma profession, enfin les gens de mon milieu me disent qu'il ne faut pas faire ça, que ça ne se fait pas, que c'est pas bien, que c'est vilain, etc., je suis tenté. C'est vrai, je suis tenté. Mais ne serait-ce que pour leur prouver que je suis chez moi partout, comme les rois et les voleurs, quoi. Et que si je suis libre, je le serai aussi là-bas. Et à chaque fois, c'est ce qui se produit, puisque en général, on me reproche d'aller sur RT au moment où j'y vais, mais après, personne n'a trouvé rien à me reprocher sur les émissions que j'ai pu y faire. Vous êtes un homme libre, un voyageur libre aussi. J'essaye. Le voyage, c'est certainement ce qui au fond, ce qui est ma vraie passion. Alors, voyager dans l'histoire, mais voyager aussi grâce à la géographie, c'est certainement... oui, je pense que je suis un mystique de l'histoire et de la géographie, si vous voulez. Et évidemment, quand on est un mystique de la géographie, on veut constamment aller vérifier que les endroits existent vraiment. J'ai passé toute mon enfance à rêver de Hong Kong. Mon père était allé à Hong Kong, j'étais petit à l'époque, et il m'avait rapporté un livre passionnant qui s'appelait « Hong Kong Through the Looking Glass ». Et je restais des heures sur ce livre, et un des premiers grands voyages que j'ai fait, ça a été à Hong Kong, d'aller enfin voir Hong Kong. Et depuis, j'ai fait à peu près le tour du monde pour aller vérifier que les endroits existent vraiment. Et c'est très mystique chez moi, ces moments-là. Si je pouvais, je ferais la même chose avec l'histoire. C'est-à-dire que si je pouvais voyager dans le temps, je sais où j'irais. Vous voyez, Où ça ? Le premier, j'irais dans les tranchées en 14. Enfin, en 14, il n'y avait pas encore tout à fait les tranchées, mais très vite, quand on les creuse, j'aurais voulu être là, j'aurais voulu voir ça. Pas longtemps. C'est vrai que vous n'avez pas peur. Oui, mais pas vous longtemps. Affrontez. Hein. Voilà, à mon avis, j'aurais certainement eu peur une fois que je m'y serais retrouvé. Mais oui, j'ai envie d'aller là, de voir ça. Pour moi, ça, c'est très mystique, ça. Et parmi les pays visités, lequel vous a le plus marqué ? Si vous voulez, enfin, tous les gens qui sont allés à New York savent ça. Au moment où vous allez à New York, tout à coup, vous êtes submergé par les images que vous avez déjà reçues de New York à travers des centaines de films ou de séries télévisées. New York avant ou après Hong Kong ? Et je me souviens plus. New York, c'était juste après, je crois. Et tout à coup, vous êtes à New York et voilà, vous êtes submergé par toutes ces idées. Mais en même temps, vous savez que vous êtes... c'est votre New York à vous que vous êtes en train de découvrir. Vous savez, il y a toute cette polémique autour de Christophe Colomb. On dit qu'il a découvert l'Amérique, mais il y a des millions de gens qui l'habitaient depuis des millions d'années. Oui, c'est vrai, mais de même que si je vous dis, cet été, j'ai découvert un village extraordinaire, il y a des tas de gens qui connaissaient ce village avant moi, mais moi, j'ai eu l'impression de le découvrir. Et c'est ma découverte qui compte, à mes yeux. Pas aux autres, mais à mes yeux. Et voilà, et Christophe Colomb, quand il arrive en Amérique, ou d'ailleurs il ne sait pas qu'il est en Amérique, il mourra sans savoir qu'il a découvert l'Amérique. Il était un peu con, Colomb. Et il a toujours cru qu'il était sur les côtes de l'Asie.
pour ça qu'il appelait ça les Indiens. Parce qu'on appelait ça les Indes à l'époque. Eh oui. Mais bon, il est là en notre nom à tous. Je parle des Occidentaux, enfin des Européens plus exactement à l'époque. Et bon, c'est pareil, le voyage, vous découvrez votre New York à vous, comme j'ai découvert mon Hong Kong à moi, bien que j'avais tout à coup dans les yeux tout ce qu'on avait pu me dire et me montrer de Hong Kong ou de New York avant cela. Pas de déception ? On n'est jamais déçu en voyage, non. Moi, je ne suis jamais déçu. On peut voyager vite aussi. C'est-à-dire que je pense parfois, j'ai passé 3 jours dans une ville et j'avais l'impression de la connaître entièrement. Ou plutôt, je dirais qu'un rayon de connaissance suffit. Les villes, on les traverse, mais ce sont elles qui vous traversent aussi. Et les pays, c'est la même chose. Après, est-ce qu'on connaît vraiment une ville ou un pays ? Vous savez, je suis né à Paris. J'ai fait une émission qui s'appelait Paris Dernière. Donc, j'ai vu Paris comme peu de gens ont vu Paris parce que j'ai pu aller dans des tas d'endroits auxquels personne ne peut accéder. Et est-ce que pour autant, je peux dire que je connais cette ville par cœur ? Non, la ville d'aujourd'hui, d'ailleurs, Paris, je la connais mal. Je ne sors plus le soir comme je sortais à l'époque. Et donc, je ne connais plus, par exemple, Paris la nuit aujourd'hui. Donc, on ne connaît jamais vraiment ni une ville, ni un pays. Donc, au fond, en 3 jours, on en a une connaissance intime qui est comparable à celle qu'on peut avoir en y restant 3 ans ou 30 ans. Allez, on va continuer sur la thématique mystique que vous évoquiez tout à l'heure, concernant le voyage, la liberté. 3e mot, conversion. Eh oui. La conversion. Vous êtes sur KTO. C'est typiquement les birthday books, si vous voulez. C'est-à-dire que tout à coup, je me suis rendu compte en travaillant sur les birthday books qu'il y avait eu un certain nombre de conversions célèbres. Et on n'a aucune idée de quel âge ça s'est passé. Par exemple, on connaît tous l'histoire, enfin tous ceux qui s'intéressent un peu à la littérature, de Paul Claudel, qui se rend à la messe à Notre-Dame, un peu par goût de l'excitation, il veut être écrivain. Et puis tout à coup, il est là, il y a le Magnificat qui s'élève, et tout à coup, il croit en Dieu. On a tous entendu parler de cette histoire, on n'a aucune idée de l'âge auquel Claudel a eu cette conversion. Et j'ai trouvé c'est 18 ans. Vous voyez, et personne n'imagine que ça s'est passé aussitôt. On croit tous que c'est plus tard. Et la conversion de Claudel, elle est très intéressante. Mais vous en avez beaucoup moins connu, mais que je trouve passionnante. Tony Blair, par exemple, s'est converti au catholicisme à 54 ans. Il a attendu de ne plus être Premier ministre pour se convertir au catholicisme. Alors évidemment, il était anglais, Premier ministre, l'Église anglicane, mais en fait, c'était un catholique qui gouvernait l'Angleterre à ce moment-là, vous voyez. Et puis il a attendu, évidemment, avec beaucoup de délicatesse, de ne plus être Premier ministre pour se convertir. Et voilà, tout ça, ces moments-là, Ignace de Loyola, par exemple, c'est un soldat. Et puis il est blessé. Et pendant qu'il est blessé, il a 30 ans, il lit Une vie du Christ. Il se convertit. Et il va commencer à vivre en ermite, selon les préceptes de saint François d'Assise, et puis il finira par créer l'ordre des Jésuites. Mais voilà, ça arrive à 30 ans. Et pour moi, c'est pas n'importe quoi. C'est la conversion de Loyola à 30 ans n'est pas celle de Claudel à 18 ans. Vous voyez, et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. C'est Alexandra David-Nel, qui sera la première femme, vous savez, à entrer à Lhasa, la ville interdite, la capitale. Exploratrice, oui. Voilà, la capitale du Tibet. Elle s'est convertie au bouddhisme à 18 ans. À une époque où ce n'était pas la mode en plus. Hein. Mais au moment où elle se convertit au bouddhisme à 18 ans, elle ne sait pas qu'en fait ça va lui ouvrir la porte du Tibet. Parce qu'évidemment, quand elle va arriver dans cette région et que les Tibétains ne pouvaient même pas concevoir qu'une occidentale puisse pratiquer le bouddhisme, encore moins qu'elle s'était convertie à 18 ans. Mais devant ce fait qui leur semblait totalement hallucinant, au sens littéral du terme, ils lui ont quand même ouvert les portes, vous voyez, etc., etc. Oui, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Sainte Thérèse d'Avila, sa transverbération, c'est 45 ans. Vous voyez, le même âge auquel l'écrivain Philippe Cadic a sa comment il appelle ça, son invasion divine.
Et quelqu'un de beaucoup plus célèbre, mais on a tous oublié que Bob Dylan a 37 ans, vous voyez, c'est dans ce livre-là, Bob Dylan voit apparaître le Christ dans sa chambre d'hôtel. Et il devient born again, comme disent les Américains. Et il va faire d'ailleurs 2 albums de chansons purement religieuses. Et puis il va arrêter parce que ça ne marche pas du tout. Mais ce serait intéressant de savoir s'il est revenu sur sa conversion ou pas. Je ne crois pas. Et vous, la conversion ? Moi, la conversion, je me convertis... moi, mes apparitions, ça va être une femme, vous voyez. Voilà, là, je me convertis à cette femme-là. L'apparition, vous m'en parliez tout à l'heure, l'apparition de mon fils. Quand j'ai 38 ans, la naissance de mon fils, je me convertis à mon fils. Ça va avoir des implications terribles d'avoir un fils, d'avoir un enfant. Je trouve que c'est un fils. Et voilà, ça, je peux dire que ce sont des conversions pour moi, ça. Mais aussi... Pas de conversion mystique. C'est assez mystique, mais ça peut être aussi les œuvres d'art. Les œuvres d'art, tout à coup, vous êtes convertis aussi, vous entrez. Quand j'ai vu, je me souviens, les fresques de Masaccio dans cette ravissante petite église de Florence, c'est la première fois où un peintre applique les règles de la perspective en Europe. Et il est très jeune, il a 23 ou 24 ans. Il va mourir jeune, Masaccio, il va mourir à 27 ans. Et, lui aussi. Lui aussi. Et je me souviens, quand j'ai vu ça, c'est un mur, vous pouvez le toucher. Et quand vous le touchez, vous êtes presque en contact avec le pinceau de Masaccio, donc avec sa main. Et pour moi, ça, c'est complètement mystique, ça. C'est pour ça que j'aime la peinture, d'ailleurs, parce que vous touchez, vous êtes au contact de la main du peintre. Mysticisme ou sensualité ? Je vous propose le 4e mot, recueillement. Ça aussi, c'est un peu la même chose. Quand vous êtes à l'étranger, en voyage, vous arrivez quelque part que vous ne connaissez pas, et en même temps, comme je vous le disais, vous avez énormément de souvenirs de cet endroit qui ne sont pas les vôtres. Vous avez lu, vous avez vu, vous avez regardé des photos, vous avez vu des films, vous connaissez l'histoire de cet endroit. Tout ça, ce sont des souvenirs qui ne sont pas les vôtres. Et en même temps, à ce moment-là, vous êtes totalement traversé par l'endroit où vous êtes. Et là, pour moi, c'est là le recueillement. Mon recueillement à moi, il est là. Et un peu comme on se recueille au souvenir de quelqu'un. Je me recueille au souvenir de quelqu'un et en même temps, le souvenir de cette personne va continuer de m'habiter pour le reste de mon existence. Et c'est la même chose avec les lieux. Je vous disais tout à l'heure que j'étais un mystique de l'histoire et de la géographie. Là, les 2 fleuves se rejoignent, si vous voulez. Et chez moi, ça crée du recueillement. on peut le dire comme ça. Mais je suis très, très habité à ce moment-là, et par l'histoire et par la géographie. Est-ce que vous êtes habité par la religion, la spiritualité ? Non, on ne peut pas le dire comme ça, parce que je ne crois pas en Dieu. Je n'ai pas été éduqué non plus pour y croire. Et donc je n'y crois pas, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, je me suis débarrassé de toutes mes opinions. Donc j'aime bien penser que je me trompe, vous voyez, et que Dieu me surprendra. Voilà. Il m'est arrivé, comme tout le monde, de l'invoquer dans des situations que je croyais désespérées. Et en fait, de façon assez ingrate, après l'avoir imploré, ou en tout cas avoir demandé ses services, j'ai eu tôt fait d'oublier ensuite que c'était peut-être lui qui m'avait sauvé, après tout. Mais non, pour être tout à fait sincère, je ne crois pas en Dieu, mais je crois dans tout ce qu'il y a autour.
Je crois dans les vitraux, je crois dans la musique sacrée, je crois dans la peinture religieuse. Quand je suis à Istanbul, je vais dans les mosquées de Sinan, c'était le grand architecte du temps de Soliman le Magnifique, la Souleymaniye par exemple, qui est la mosquée la plus belle du monde. Mais toutes les mosquées de Sinan sont magnifiques. Je me sens totalement musulman, comme je me sens totalement chrétien quand je suis à Notre-Dame et totalement juif quand je suis devant le mur des Lamentations. Toute la spiritualité des autres me traverse aussi, comme les lieux. Et je suis sûr que j'aurais fait... on pense à Sainte-Sophie, évidemment. Alors, à Sainte-Sophie, c'est plus délicat parce que Sainte-Sophie, c'est une basilique. Et qui est devenue une mosquée par la suite, oui. mais qui est tout à fait déformée par des contreforts sismiques, antisismiques plus exactement. Donc c'est plus aussi beau. La mosquée bleue qui est en face, elle a été faite par un élève de Sinan et elle n'est pas très belle. Les touristes la connaissent parce qu'elle est sur la grande place, mais en fait les vraies très belles mosquées sont celles qui ont été faites par Sinan, et il y en a, je ne sais pas, il doit y en avoir 700 rien qu'à Istanbul, je pense. Donc j'exagère peut-être, mais enfin, il y en a énormément. Mais c'est les plus belles. Voilà, c'est les plus belles. Mais quand vous allez à Cordoue, Cordoue qui était la capitale d'Al-Andalus, hein, l'empire arabe qui remontait jusqu'en Espagne, vous avez la Mesquita, qui était le plus grand édifice d'Europe en l'an 1000, qui est maintenant une cathédrale, un peu comme la basilique Sainte-Sophie est maintenant une mosquée. Et c'est pareil, ce sont des endroits, je trouve, très, très, très inspirants. Et là, pour moi, il y a de la spiritualité, bien entendu. Il y a du recueillement aussi. Maintenant, est-ce que ça me fait croire en Dieu? Non, je ne crois pas, mais je sens sa présence. Comme je sens sa présence en entendant de l'orgue. Vous entendez de l'orgue dans une église. Quand j'étais petit, partout où on allait avec mes parents, je voulais toujours rentrer dans les églises. Et pourtant, je ne croyais pas en Dieu non plus à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui m'attirait là-dedans? Je pense qu'il y a une présence. Ce sont des endroits qui sont très habités. Alors, pas par Dieu, si on veut, mais aussi par tous ceux qui y ont cru. Et c'est aussi fort que si c'était habité par Dieu, à mes yeux. De sentir la foi des autres, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. J'aimerais beaucoup faire le pèlerinage à la Mecque pour ça, vous voyez, pour sentir la foi des gens. Et pas de pèlerinage chrétien? Si, bien entendu. J'ai été beaucoup sur la route de Compostelle, parce que c'est très très beau. Si. Mais j'aurais adoré partir en croisade, par exemple. Pas spécialement l'épée à la main, mais ces pèlerins qui partaient sur les routes comme ça, pour un voyage interminable, où ils risquaient leur vie pour aller se recueillir sur le tombeau du Christ. Je trouve ça merveilleux. Je suis sûr que j'aurais pu me laisser embarquer, mais pour moi, j'y serais allé comme je serais parti avec Christophe Colomb, traverser l'Atlantique en espérant arriver au Japon. Vous voyez ? Heureusement qu'il y avait l'Amérique, parce que comme il s'était complètement trompé dans ses calculs, l'Église catholique avait beau lui dire d'ailleurs, mais non, vous vous trompez, vous allez tous mourir. Parce qu'il s'était trompé dans ses calculs, quoi. Et c'était beaucoup plus loin qu'il ne croyait. Heureusement qu'il y avait l'Amérique, ils seraient tous morts. Un aventurier. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est sûr que ça m'aurait tenté, oui. De partir, vous vous rendez compte de ce que c'était à l'époque de partir sur un bateau avec Magellan, comme avec Colomb. Personne n'a pris ces routes-là avant vous. Moi, je suis allé dans le Pacifique, vous voyez, je me suis retrouvé au milieu du Pacifique sur un bateau. C'est une des visions les plus incroyables que vous pouvez avoir. Le ciel est plus vaste que vous ne le verrez jamais. Et la pollution lumineuse étant infime, vous voyez les étoiles comme vous ne les verrez jamais plus. Mais de se dire qu'il y a des gens... Moi, je savais où j'étais. Vous voyez, je pouvais vous dire l'Australie, c'est par là, Tahiti, c'est par là, le Japon, c'est là, etc., etc. C'était très loin. Mais je savais dans quelle direction. Mais imaginez-vous à la place de ceux qui, comme Magellan, arrivent sur le Pacifique comme ça, et ils ont une vague idée que les Moluques,
est leur destination, c'est par là. Mais le reste, ils ne savent pas. C'est fantastique, ça. Alors, est-ce que j'aurais eu le courage de partir? Parce qu'en plus, vous vous rendez compte, vous alliez sur ce bateau, ça allait durer des semaines, les cales étaient remplies à ras-bord d'eau douce, de viande séchée, donc vous dormiez sur le pont. On n'avait même pas inventé le hamac à l'époque. Vous dormiez sur le pont, c'est une vie infernale, quoi. Mais l'idée d'aller découvrir, alors encore une fois, des îles qui étaient par ailleurs habitées par des gens, mais quand même de les découvrir, pour vous, vous êtes un découvreur. Oui, je pense que ça m'aurait quand même... Vous l'auriez fait. On ne peut pas savoir, mais en tout cas, j'en aurais eu envie. Allez, je reviens auprès de vous pour conclure cette émission. À tout de suite, Frédéric Tadei. Merci. Alors, Frédéric Tadei, vous vous seriez laissé embarquer donc par Christophe Colomb, peut-être? Oh, oui. Vous savez quel âge il avait? Non. Personne ne sait. Ben si, vous le savez. Moi, je le sais, je l'ai calculé. 40 ans. Il a 40 ans. Il a 40 ans quand il part, et quand il arrive en Amérique, il a 40 ans. Tous les voyages sont spirituels. Quand vous entrez dans la forêt impénétrable, en Ouganda, pour aller voir les gorilles, je peux vous dire que c'est très spirituel. Vous voyez, c'est... oui. D'être en Afrique, au milieu des animaux sauvages, pour moi, c'est un des... Je suis hic et nunc, ici et maintenant. Oui, c'est comme d'être dans le désert aussi. Le désert, c'est très spirituel pour moi. Enfin, ça, c'est vraiment une banalité, parce que tous les Blancs, ils se sont retrouvés dans le désert, ont eu l'impression tout à coup d'avoir une révélation. Et c'est mon cas comme celui de la plupart des gens, je pense. Quel désert? Le désert. Quel désert? Pareil. Tous. 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 Le Sahara, oui. évidemment. Mais le désert qui a la péninsule arabique, quand vous allez à Dubaï, par exemple. À Dubaï, vous êtes dans un endroit assez fascinant parce qu'il y a les meilleurs restaurants du monde. Et puis, vous êtes à 5 km du désert, oui. L'un des déserts les plus dangereux du monde. Vous voyez. Et vous allez dans le désert comme ça, et c'est fascinant. Et puis à un moment, vous prenez votre téléphone portable et vous réservez une table pour le soir même chez un tel ou chez Pierre Gagnère, par exemple. Vous voyez. Et c'est amusant. C'est le côté trivial. Le côté trivial du désert. Il n'y en a pas beaucoup. Le désert est plutôt... Et la vie vous maintient plutôt sur le plan tragique. Et la vie est un peu triviale? La vie doit être triviale, oui, bien sûr. Il ne faut pas prendre... Il faut prendre tout au tragique et rien de sérieux. C'est bien résumé. Merci beaucoup, Frédéric Tadei. C'était un plaisir. On commence par lequel de ces livres? Je vous conseille de commencer par celui de votre âge. De votre âge. Bon, je vais commencer par 25 ans. Non, 27. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Derrière vos écrans, comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.